Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans cette semaine. Quelle semaine? La semaine où on ne s'est pas manié pour remanier. Pardon, excusez-moi, mais je ne pouvais pas l'éviter. D'abord, pardonnez ma tenue, mais bien que je vous parle du Gard, d'un petit village qui n'est pas très loin de Nîmes, il fait très froid. Et oui, si cela vous avait échappé, la presse, qui est toujours à l'affût de l'inattendu, de l'inobservable, nous a annoncé qu'en janvier, il fait froid. Qu'en janvier, il neige. Donc, grâce à nos médias chaleureux, nous avons appris que nous étions, pendant ce mois de janvier, dans la froidure. Mais ce n'est pas ce qui a fait l'événement. L'événement, ça a été cette espèce de remaniement qui ne remaniait rien et que le président cinématographique de la République a su faire attendre pour occuper l'espace si vide médiatique. Et on a vu arriver tel Attila Attal, le plus jeune ministre premier de France, qui vient de battre le record de juvénilité de Laurent Fabius, qui est peut-être le plus vieux président du Conseil constitutionnel. Comme ça, dans sa vie, il aura été le plus jeune et le plus vieux. Je ne garantis pas mon information en ce qui concerne le Conseil constitutionnel. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, pour ceux qui ont connu cette époque, très drôle au demeurant, pendant un certain temps, les médias qui devaient le remercier, notre président producteur et scénariste, ont pu occuper l'espace vide en disant il va y avoir un remaniement, mais qui sera le Premier ministre? Darmanin? Chut, on chuchote le maire. Non, pas le maire, non, le cornu. Comme ça, tous les autres, en étant cocu, auraient pu rimer. Et puis, on a entendu cette rumeur venue des profondeurs, ça serait Attal. Alors là, nos médias ont commencé à dessiner le portrait du génie qui n'a jamais rien fait, si ce n'est désormais d'avoir été nommé Premier ministre, et on a attendu de savoir si effectivement Attal, le plus jeune Premier ministre, serait effectivement le plus jeune Premier ministre. Quelle folie médiatique pour rien, mais pour rien. Un remaniement qui ne remanie rien, un remaniement qui garde tous les principaux ministres, Darmanin, Le Maire, Dupond-Moretti, Le Cornu et compagnie, donc un remaniement du vide. Mais, le suspense a été entretenu. Et comme il y a une espèce de force de nos institutions, et ça c'est intéressant d'y réfléchir, et qu'on y est attaché à nos institutions, quand on parle de remaniement, on a en mémoire tout le travail des années lointaines, où remanier un ministère, cela signifiait travailler à une forme nouvelle, à une conception nouvelle de ce que la politique du gouvernement allait être. Et on continue dans notre imaginaire collectif à porter cette idée que la puissance des mots installe en nous. Remanier, c'est retravailler en quelque sorte. Blablabla. Avec Macron, que dalle, rien. Attal, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur lui? Barbier, Christophe, je crois de son prénom, vous savez, celui qui se prend pour un Henri IV rouge, avec son écharpe rouge été comme hiver, autour du cou, a même pu délirer un petit moment sur l'ange Gabriel, le bras armé de Dieu. J'en passe, il y en a eu d'autres, bon. Mais quand on fait le point, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de grand changement. Donc on est dans
dans l'effet d'annonce, dans le petit coup médiatique, pour une France qui va de plus en plus mal, qui souffre de plus en plus. Et pendant que les médias occupaient le vide de leur espace, et c'est difficile de travailler dans les médias aujourd'hui parce qu'il faut constamment alimenter d'informations une espèce de Moloch qui a tout le temps besoin d'être nourri. Et je plains, moi, le journaliste qui le matin doit faire une émission en se disant « Qu'est-ce que je vais raconter ?» Ben là, ils avaient Attal et le prochain ministère. Bon. Mais qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que cela nous apporte? Rien, pas de changement. Si l'on se penche sur la carrière du Premier ministre, qu'est-ce qu'on apprend? Oh, certes, il a fait de belles études. Oh, certes, il n'est pas aimé par le fameux Juan Branco, qui a écrit sur lui des choses effrayantes, terribles, méchantes. Peut-être vraies, peut-être fausses, je n'en sais rien. Il a été, Attal, pendant 5 mois, ministre de l'Éducation nationale. Bon. Et on nous dit, quelle autorité! Moi, c'est une journaliste de BFM TV qui me l'a dit jeudi soir, mais quand même, il a fait preuve d'autorité. Il a interdit l'abaya. Non, mais vous vous rendez compte, non? Comme on n'a rien fait pendant des années, c'est facile de faire. Interdire l'abaya, ça aurait été un acte courageux, alors que c'est élémentaire, que c'est rudimentaire. Sinon, il a été ministre pendant 5 mois de l'Éducation nationale, qui n'est plus ni éduquée, ni nationale du reste. Ça ne prouve rien. Et il ne prouve rien dans sa carrière. Mais analysons, si vous le voulez bien, rapidement, la manière dont Macron se comporte. Comment il joue aux quilles. Comment, presque d'une manière perverse, il s'amuse des institutions, ce qui est très grave. Parce qu'après lui, les institutions de la République ne s'en remettront pas. Déjà, elles sont abîmées, claudicantes, fatiguées, voire même exsangues. Et quand il partira, vous verrez que notre monde institutionnel sera rataplan. Il a joué avec le Parlement, usant et abusant du 49.3 jusqu'à vider l'institution parlementaire de sa signification. Il a usé et abusé de l'usure médiatique de l'image du président de la République. Je vous renvoie aux photographies que vous connaissez, que vous avez vues, revues et que on peut bien évidemment vous montrer. Il a donc détruit l'image symbolique si importante du président de la République. Et il y avait cette institution, le remaniement, qui est en quelque sorte le rebondissement. Et là, il vient de le détruire en niant le remaniement, en le bousillant complètement, puisqu'il remanie pour ne pas remanier. Regardons autour de nous, à la finance. Est-ce que Dupond-Moretti, à la finance, est-ce que Le Maire est parti? Non. Il est toujours là avec ses 3 000 milliards de dettes, avec la situation économique de la France qui est catastrophique. Justice, Dupond-Moretti, il est parti avec des tribunaux épuisés, des greffiers en grève, des juges qui n'en peuvent plus. Non. Darmanin avec son bilan sur la sécurité qui est effroyable, il est parti. Non. Et Le Cornu, la cornemuse militaire, il est parti. Non. C'est quoi ce remaniement? C'est un effet médiatique qui, finalement, devrait n'intéresser que Voici et que Gala. Malheureusement, c'est allé par la force des choses dans tous les autres médias. Alors, comme il faut quand même donner du sens à ce qui n'a pas de sens, la palabre présidentielle
a fonctionné. Il a dit à ses ministres, je ne veux pas de bureaucrates ou de technocrates, soyez révolutionnaires. Non mais, ils sont où les révolutionnaires dans ce gouvernement de mondains qui n'utilisent que les cocktails en ville? Il est où ce gouvernement révolutionnaire? C'est un gouvernement de bourgeois repus qui prennent des risques en termes de cholestérol et de triglycérides, à force de fréquenter les repas et les banquets. C'est se moquer du monde. On a atteint là un des sommets du blabla politique. Et puis après, il est allé comparer le gouvernement aux caisses de France. Non. Ah oui. Ah ben il y a quelque chose de comparable. Hein. Ce sont tous les plaqués. Hein. Ça, Madame Borne, en matière de rugby, elle doit se dire qu'elle a fait l'objet d'un sacré plaquage. Hein. Après tout le dévouement dont elle a fait preuve, c'est un sacré remerciement de la part de M. Macron. Quand on regarde la presse étrangère, qu'est-ce qu'on apprend? En lisant le Courrier international, on apprend que Attal, je cite, hein, va très vite découvrir qu'il est un Premier ministre sans gouvernail, sans moteur et sans compas. Ben c'est vrai. Le seul qui veut gouverner, c'est Macron. Et peut-être Madame Macron. Mais les ministres n'auront pas grand pouvoir et surtout pas Monsieur Attal. Alors, ça sert à quoi tout ça? À gagner du temps, à faire croire à l'opinion publique que, en se servant des institutions, on fait fonctionner l'État alors qu'il ne fonctionne plus que grâce au personnel administratif qui est désormais le vrai patron. On a deux bureaux-technocraties qui dominent. La bureau-technocratie européenne, toute puissante, et la bureau-technocratie française. Les ministres peuvent passer, les ministres peuvent changer, ça ne changera rien. Les ronds de cuir triomphent. Et en étant fermés, mes amis, dans une espèce de mécanisme systémique, administratif, bureau-technocratique, anti-démocratique. Alors, pendant que la France et les médias français, bien que regardés également par la presse étrangère, et souvent, laquelle est souvent très critique, pendant qu'on attendait Attal, comme on attendait Godot, des choses graves se produisaient et se produisent dans l'Union européenne. Des événements qui ont un impact direct sur notre façon de vivre et qui peut-être même préparent des lendemains qui tonnent. Les agriculteurs, dans un silence impressionnant, je ne vais pas dire assourdissant parce que c'est l'oxymore qu'on emploie tout le temps, mais c'est vrai que le silence qui entoure la colère des agriculteurs français et allemands est quand même tout à fait significatif d'une volonté de taire ce qui se passe dans le monde méritant de la terre. Les agriculteurs allemands manifestent. Les agriculteurs français manifestent. Les agriculteurs polonais manifestent. Les agriculteurs des Pays-Bas manifestent. Les agriculteurs roumains manifestent. C'est-à-dire que les hommes et les femmes du pays, les paysans, polonais, français, allemands, roumains, ou bien des Pays-Bas, en ont marre. Non seulement des directives européennes, mais de cette espèce de mépris économique au niveau structurel, en ce sens que forcément des ententes existent, les paysans en ont marre d'être traités comme ils le sont, malgré les efforts colossaux
de travail et de sacrifice qu'ils déploient. Quelles sont les raisons de cette colère paysanne? Selon les pays, elles sont différentes. Ce peut être les accords de libre-échange établis par l'Union européenne, ce peut être, comme en Allemagne, les restrictions, les réductions des exonérations de taxes sur les carburants. En janvier, le 15, il va y avoir à peu près 10 000 agriculteurs qui vont déferler sur Berlin. C'est dire que vraiment on n'est pas dans quelque chose d'anodin ou d'accidentel. C'est profond, c'est souterrain. Ce mécontentement des paysans du pays, dans cette Union européenne qui veut oublier les pays, est-ce qu'il est dû à l'Union européenne? Oui, en partie. Oui, en grande partie. D'abord parce qu'il y a dans la philosophie de l'Union européenne un profond dédain pour le monde des identités paysannes. On est dans le mondialisme. On est dans l'économie mondialisée. L'Union européenne est responsable des accords de libre-échange. Elle est responsable des couloirs de solidarité qui veulent assurer une circulation des produits ukrainiens qui viennent, par leur concurrence, frapper de plein fouet l'activité des paysans. Le patron de la FNSEA, le patron français, a même parlé de perte de souveraineté. Ah, ils s'en rendent compte maintenant, mais la souveraineté, on l'a perdue depuis longtemps. On a perdu la souveraineté monétaire, on a perdu la souveraineté frontalière, on a perdu la souveraineté identitaire, on a perdu la souveraineté historique, on a perdu la souveraineté langagière, on a perdu toutes les souverainetés. Et voilà qu'on est en train de perdre la souveraineté alimentaire. Il ne nous restera donc plus rien. Ça explique qu'en Allemagne, le ministre fédéral de l'économie et du climat, oui, on a créé ce titre exprès pour lui, un vert, a été méchamment bloqué lors d'un déplacement par les agriculteurs. Ça explique aussi les relations tendues entre les paysans allemands et le ministre de l'Agriculture, un écologiste, végétarien. Alors tout cela, si l'on lit la presse française, notamment le journal 20 minutes, ce serait la faute des complotistes d'extrême droite. Voilà. Quand les agriculteurs manifestent, ici, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, l'explication est simple. C'est la faute des complotistes d'extrême droite. Voilà. Tout est expliqué, tout est dit. Et si l'on commençait par se demander si les complotistes, ce ne sont pas ceux qui accusent les autres de complot, défendons nos paysans. Ils sont l'identité même de notre terre. Oui, défendons-les, ils le méritent. Chers amis, cette petite chronique est maintenant terminée. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler évidemment de l'actualité qui aura occupé la semaine. Je vous souhaite de passer dans les jours qui vont arriver de bons moments. Ne prenez pas froid, parce qu'attention, en hiver, il fait froid, faut le savoir. Hein, bon. Et ne craignez pas de porter un cache-nez, c'est pas interdit, c'est même recommandé. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche qui nous permet de faire teinter un peu fort nos propos, qui souvent, je l'ai encore expérimenté cette semaine, dérangent. Et oui, on dérange de plus en plus, et c'est tant mieux. Grâce à vous, merci.